Imagine un peu courir sur un tapis roulant. T'as réglé la machine sur la vitesse maximale. Ah ouais, le truc bien épuisant d'entrée de jeu. Mais carrément, l'inclinaison est au sommet, tu transpires à grosses gouttes, tes muscles brûlent, ton rythme cardiaque est à la limite de la rupture. Je vois très bien la scène. Et là, t'as cette impression viscérale de donner absolument tout ce que t'as, de faire un effort genre colossal. Et puis tu regardes autour de toi, et tu réalises que tu n'as pas avancé d'un seul petit centimètre. Bah non, forcément, le paysage n'a pas bougé. C'est ça. Et pire encore, le tapis n'était même pas branché en fait. Tu faisais juste user la courroie dans le vide. C'est une image assez terrifiante quand on y pense. Ouais, terrifiante, mais c'est pourtant la réalité quotidienne de la grande majorité d'entre nous face à notre charge de travail, quoi. Lors de notre précédente étape, on a posé une fondation super importante. Le fait que choisir, c'est vraiment un pouvoir d'action et pas juste une option. Exactement. Refuser de choisir, c'est finalement laisser les autres décider à notre place. Ok, décortiquons un peu tout ça. Parce que maintenant qu'on sait qu'on a ce pouvoir de choix, il y a un postulat assez choquant qu'il faut avaler pour cette nouvelle étape. Vas-y, je t'écoute. Il faut accepter que la quasi-totalité de ce qui nous entoure n'a en réalité absolument aucune importance. Ah, ça pique un peu l'ego, ça. Mais c'est vraiment le cœur du problème. Comprendre la différence fondamentale entre ce qu'on appelle les multiples choses triviales et les quelque chose vitales. Les quelque chose vital, ouais. Un fardeau monumental si on part du principe que toutes nos tâches, toutes nos options ont une valeur égale. Ce qui est complètement faux, du coup. Absolument. Le mot-clé ici, c'est le discernement. C'est vraiment la clé pour ne pas se noyer dans la formation. Parce que sans cette capacité à filtrer, la charge mentale est inévitable. Et c'est la campagne chimique, non? C'est ça. Le cerveau se sent noyé sous le volume et se replie sur un comportement par défaut. L'hyperactivité aveugle. Et ce premier réflexe, tu sais, de redoubler d'efforts face à une multitude de tâches, ça me fait penser à un personnage littéraire très spécifique de nos sources. Ah oui, je vois de qui tu vas parler. C'est l'histoire tragique de Boxer, le cheval de trait dans le roman La ferme des animaux de George Orwell. Boxer, ouais. Un personnage fascinant. Totalement. Face à chaque problème de la ferme, sa seule et unique réponse, c'est toujours la même phrase: je vais travailler plus dur. C'est sa solution magique à tout. Voilà. Malgré ses super bonnes intentions, il finit juste complètement épuisé. Et il est envoyé à l'abattoir, quoi. Ses efforts acharnés n'ont fait qu'exacerber les problèmes systémiques de la ferme. C'est exactement le gars sur ton tapis roulant. Il court à fond, mais il n'avance pas. Boxer, c'est la victime parfaite de la fausse logique du ratio 1 pour 1. Attends, le ratio 1 pour 1, C'est l'idée que l'effort est directement proportionnel au résultat. c'est tout à fait ça. C'est une idée super séduisante et ça semble juste, tu vois. Si je bosse 1 heure, je produis 1 unité. Si je bosse 10 heures, je produis 10 unités. Mais c'est un piège total dans le monde d'aujourd'hui. À un certain stade, redoubler d'efforts fait stagner nos progrès, et ça peut même nous faire régresser. La qualité de notre prise de décision s'effondre quand on est épuisé. Donc l'effort aveugle et continu de boxer mène direct à la destruction. Mais du coup, comment on fait pour identifier ce qui produit réellement des résultats? Parce qu'on est tous un peu conditionnés à bosser comme des dingues. Ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse vient de l'histoire de l'économie. Tu as sûrement déjà entendu parler du principe de Pareto. Ah oui, la fameuse règle du 80-20. Exactement. Ça a été découvert dans les années 1790. Vilfredo Pareto a remarqué, dans son jardin, que 20% de ses plants produisaient 80% de ses petits pois. Des petits pois. Sérieux? Oui. Et il a étendu ça à la richesse in vitali, où 20% de la population possédait 80% des terres. Le ratio n'est pas de 1 pour 1. Il y a un énorme déséquilibre entre les causes et les résultats. Ok. Mais on est passé de petits pois italiens du XVIIIe siècle à notre gestion du temps d'aujourd'hui. C'est un sacré grand écart. C'est vrai. Et c'est un ingénieur, Joseph Moses Duran, qui a fait le pont en 1951. Dans son manuel de contrôle qualité, il a élargi cette idée pour créer ce qu'il a appelé la loi des quelques éléments vitaux. The Law of the Vital Few, en anglais? Voilà. Turan a appliqué ça au Japon, dans l'industrie. Il a prouvé qu'en résolvant une infime fraction des problèmes de production, on pouvait améliorer massivement la qualité. Et ça a marché? De façon spectaculaire. Il a littéralement transformé la réputation du Made in Japan à l'échelle mondiale. Ils ont arrêté de courir partout et se sont concentrés sur les rares défauts qui causaient 80% des pannes. Attends. Je me fais un peu l'avocat du diable là.
Est-ce qu'on est vraiment en train de dire que 80% de ce qu'on fait tous les jours ne sert pratiquement à rien? N'est-ce pas un peu extrême d'affirmer ça comme ça? C'est une réaction super normale. Mais il faut bien faire la différence. L'auteur John Maxwell a une citation parfaite pour ça. Il dit qu'on ne peut pas surestimer l'absence d'importance de pratiquement tout. L'absence d'importance de pratiquement tout. C'est fort quand même. C'est fort, oui, mais attention à la nuance. Ça ne veut pas dire que 80% de nos tâches sont inutiles ou absurdes. Ça veut dire qu'elles sont non essentielles. Genre, répondre à certains emails, c'est nécessaire pour pas se faire virer, mais ça va pas changer la face du monde. Exactement. C'est du maintien. Mais si tu donnes la même énergie à cet email banal qu'au grand projet stratégique de l'année, tu dilues ton impact. Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on regarde comment cette théorie s'applique concrètement au plus haut niveau de succès, l'exemple de Warren Buffett est juste incroyable. Le maître de l'investissement, ouais. Oui, et sa philosophie frôle littéralement la léthargie. La léthargie? En finance, c'est le milieu le plus frénétique du monde pourtant. Bah oui, au lieu de trader frénétiquement tous les jours comme un boxeur de la bourse, il fait très très peu d'investissements. Et il les conserve super longtemps. C'est vraiment le contraire de la culture du hustle, quoi. Totalement. Les chiffres disent que 90% de sa richesse provient de seulement 10 investissements. 10 sur toute une carrière. C'est fou. Il a cette citation clé, tu vas adorer. Il dit que parfois, ce que vous ne faites pas est tout aussi important que ce que vous faites. Ah oui, c'est très juste. Moi, ça me fait penser à l'analogie d'un photographe animalier professionnel. Tu sais, au lieu de mitrailler aveuglément des milliers de photos médiocres au moindre buisson qui bouge, comme un touriste, Ouais, le touriste avec son flash qui fait fuir tout le monde. c'est ça. Le pro, lui, il reste immobile pendant des heures, voire des jours. Il observe la lumière, le vent, tout ça pour capturer le cliché parfait. C'est une super image. Et si on relie ça à une vision plus globale, c'est le cœur même de la distinction qu'on essaie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, Eh bien, quelqu'un qui ne fait pas le tri comme le touriste voit toutes les opportunités comme étant égales. Un buisson qui bouge vaut autant qu'un lion au crépuscule. ce qui est épuisant. Exactement. Alors que celui qui maîtrise cette approche de discernement observe davantage pour agir moins. L'investissement en temps qu'il faut pour explorer les options, pour rester immobile et attendre, il est totalement justifié. Parce que quand la bonne opportunité se présente, elle a tellement plus de valeur. Voilà, elle rembourse cet effort d'attente au centuple. Il faut vraiment savoir dire non à de bonnes opportunités, juste pour pouvoir dire oui à des opportunités exceptionnelles. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment on intègre cette révélation dans le quotidien, sans se sentir paralysé par la peur de rater un truc important, le fameux FOMO, tu vois? C'est la grande angoisse de notre époque. On a peur de dire non. Mais en fait, moi, je trouve que ça déculpabilise totalement. C'est comme si on nous donnait la permission officielle de ne pas répondre à chaque petite urgence apparente au bureau ou de ne pas s'engager dans chaque nouveau projet. Parce que la majorité de ces choses n'auront aucun impact réel sur le long terme. C'est ça. Mais cela soulève une question importante. Comment on scanne concrètement son propre environnement pour trouver ces quelques fameux éléments vitaux? La première étape, c'est de désapprendre cette fameuse logique du 1 pour 1 dont on parlait au début. Arrêter de croire que l'épuisement est une preuve de valeur. Ouais, arrêtez de glorifier le fait d'être sous l'eau. Complètement. Il faut accepter que presque tout autour de nous est juste du bruit. Et quand tu acceptes ça, tu libères une énergie cognitive colossale. Une énergie qu'on ne brûle plus sur le tapis roulant. C'est ça. Et cette énergie, tu peux l'investir uniquement là où ta contribution sera maximale. Là où ça compte vraiment. En gros, l'idée clé à retenir aujourd'hui pour notre esprit, c'est que le succès ne vient jamais de l'épuisement à la tâche. Boxer n'est pas le héros de l'histoire. Non, Boxer est une tragédie. Le vrai succès, c'est l'identification impitoyable de ce qui compte vraiment, parmi cet océan de futilité. Et pour bien ancrer ça, j'aimerais laisser une réflexion finale un peu provocatrice. J'adore les provocations. Vas-y. Imaginons qu'une règle stricte t'oblige aujourd'hui, là tout de suite, à éliminer 80% de tes obligations professionnelles ou même personnelles. Ok, 80%, c'est énorme. C'est énorme, mais on te garantit que les résultats finaux n'en s'offriraient presque pas. La question c'est, quelle serait la toute première chose à disparaître de ton agenda? Waouh. C'est une sacrée question. La toute première réunion, la toute première tâche que tu effacerais sans aucun remords. Je pense qu'on a tous une ou deux réunions inutiles qui nous viennent en tête là tout de suite. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.